soir, nous avons plaisir à recevoir sur ce plateau M. Makhtar Diop. Il est sénégalais, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique depuis le 17 janvier 2012. Nous rappelons ici qu'il reste à ce jour le seul Africain francophone à être nommé au poste depuis la création de l'institution en 1945. Et M. Makhtar Diop, c'est surtout ce premier ministre de l'économie et des finances sous Wade en 2000, avant de rejoindre définitivement Washington. M. Makhtar Diop, bonsoir. Bonsoir Gary. On l'a dit, vous êtes le premier ministre de l'économie et des finances sous Wade. Dans quelles conditions vous étiez venu au Sénégal en 2000? On rappelle que vous veniez directement du Fonds monétaire international à l'époque. Oui, je venais du Fonds monétaire et il y avait eu un changement historique dans notre pays. Et les autorités ont fait appel à mes services et c'était quelque chose de très gratifiant, mais surtout il fallait faire preuve de beaucoup d'humilité parce que c'est une responsabilité importante que beaucoup de Sénégalais auraient pu prendre. Et il s'avère que le chef de l'État à cette époque, le président Wade, avait considéré que l'expérience internationale que j'avais eue au Fonds monétaire et mon expérience antérieure au ministère des Finances à l'époque où je m'occupais beaucoup des questions liées au programme d'ajustement structurel dans les années 80 étaient très importants pour pouvoir l'aider à mettre en place les réformes et les politiques économiques qu'il voulait mettre en place à ce moment. C'était un contexte économique un peu particulier à votre niveau. C'était un contexte intéressant parce que c'était à l'époque où il y avait une flambée des prix du pétrole, il y avait le dollar qui était très élevé et il y avait également certains chocs exogènes que notre économie, auxquels notre économie faisait face. Et il s'agissait également de pouvoir mettre en place un certain nombre de réformes tout en répondant à la demande sociale. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, c'était un terme très fort sur lequel le président Wade avait été élu. Il fallait vraiment répondre à la demande sociale. Il fallait donc réaligner un peu les dépenses publiques de manière à ce qu'elles puissent créer des sources d'une croissance tout en créant une croissance qui soit un peu plus équitable. Et il y a toujours une anecdote que je raconte à mes collègues à Washington. Une fois, j'étais dans un taxi à Dakar incognito parce que j'aimais souvent le faire, comme ça, rentrer dans un taxi. Et le chauffeur de taxi ne m'avait pas reconnu. Et je lui posais souvent la question, que vous pensez-vous de l'économie? Donc, on parlait bien sûr en Wolof. Et il m'a dit, c'est bien, j'entends ces chiffres de croissance, monsieur le ministre, mais moi, la croissance, je ne la mange pas. Les gens ne sentent pas. Et ça m'avait beaucoup inspiré. Et ça m'avait beaucoup inspiré parce que c'est une réflexion très profonde au sujet de la distribution de la croissance que nous avons dans nos pays. Et vous êtes reparti au bout d'un an et demi. Dans quelles conditions vous avez quitté le gouvernement à l'époque? Vous savez, un gouvernement, ça se fait, ça se défait. Il y a un certain nombre de questions qui sont liées à cela, politiques et autres. Et je crois qu'à ce moment historique, il était question que peut-être j'occupe d'autres fonctions gouvernementales dans l'attelage gouvernemental de cette époque. Mais je crois que peut-être il était plus sage à ce moment que je fasse autre chose et j'étais tout à fait heureux et honoré d'avoir servi mon pays dans des situations historiques si importantes. D'accord. 14 ans après, vous êtes de retour aujourd'hui au pays, vous êtes là dans le cadre d'une mission. Comment, avec le recul, analysez-vous justement la situation économique du pays? Oui, je crois que notre pays, le Sénégal, a beaucoup d'atouts, a beaucoup d'avantages. Un atout, c'est d'abord ses ressources humaines. Nous avons des ressources humaines extrêmement créatives, extrêmement flexibles, ouvertes sur le monde, une capacité de réponse au choc. C'est toujours très intéressant quand je vois un peu les réformes, le temps qu'elles prennent dans certains pays, et comme au Sénégal, on réussit rapidement à mettre des réformes quand on veut les mettre en place. Nous avons aussi une position géographique qui est unique. On en parle, mais on n'en parle pas assez. On n'a pas assez internalisé. Et on a eu, en raison de notre histoire et à cause de l'indépendance, une avance en matière d'éducation. Je dois dire que cette avance est en train de s'effriter. Et je crois que si vous me permettez, je me tournerai un peu sur les défis parce que je crois que le Sénégal est un pays qui souhaiterait être un pays émergent dans un avenir très proche. Et cela est possible. Mais je crois qu'il y a un certain nombre de questions sur lesquelles il serait important qu'on se focalise un peu plus. La première, c'est bien sûr l'infrastructure. Nous devons combler notre déficit d'infrastructure, mais le faire particulièrement dans les secteurs qui nous permettent d'utiliser nos avantages comparatifs, qui sont notre position géographique, notre port, nos aéroports, etc. Je crois que également, nous devons continuer plus que jamais à investir dans l'éducation.
Nous avons fait des progrès en termes d'accès à l'éducation. Mais la qualité, malheureusement, et ce n'est pas un phénomène unique au Sénégal, c'est un phénomène qu'on retrouve dans d'autres pays africains, la qualité de l'éducation s'est détériorée de manière significative. Et ce n'est pas là, à votre avis, un secteur dans lequel, par exemple, une institution comme la Banque mondiale devrait aider des pays comme le Sénégal à accélérer la cadence? Vous avez tout à fait raison. Je crois qu'à un moment historique, dans les années 80-90, la Banque mondiale s'était un peu plus retirée du secteur de l'enseignement supérieur. Et je crois qu'il est grand temps de retourner à l'enseignement supérieur. La raison est la suivante. Si on ne forme pas de bons professeurs à l'université, on ne peut pas avoir de bons enseignants au primaire. Et une des raisons de la baisse de la qualité de l'enseignement, c'est qu'aussi, il y a eu une détérioration de la qualité de notre enseignement supérieur. Donc je crois qu'on a commencé à travailler beaucoup avec le ministère Mary Teuw sur les réformes qu'il veut mettre en place dans l'enseignement supérieur. Il y a eu récemment les assises de l'enseignement supérieur. Absolument. Je crois que c'est une bonne approche. Une approche consensuelle, une approche qui vraiment essaie d'amener les acteurs à discuter des problèmes d'un pays. Parce que il est clair que la démocratie sénégalaise est basée sur une discussion, sur un dialogue approfondi des différentes parties, quelles que soient les sensibilités politiques, pour créer un consensus et un contrat social sur des questions aussi importantes, essentielles que la question de l'éducation et du développement des ressources humaines. Je crois également que nous avons beaucoup perdu sur le contenu scientifique de notre enseignement. Je me souviens, quand j'étais au lycée, nous exportions des professeurs de mathématiques dans les pays d'Afrique qui avaient un déficit de professeurs de mathématiques. Aujourd'hui, nous avons un déficit chronique de professeurs de mathématiques. Et je crois qu'il est important que nous pensions à donner un peu plus de poids à l'enseignement scientifique au niveau universitaire, secondaire et primaire pour nous permettre d'augmenter notre productivité et de ce fait devenir une nation émergente dans un avenir. Est-ce que vous menez des politiques d'incitation à ce niveau-là par rapport aux États? Oui. Nous avons lancé une grande initiative, ce qu'on appelle des centres régionaux d'excellence. Et un des centres d'excellence qui sera créé au Sénégal. Je sais que l'université du Saloum qui est en construction est un projet sur lequel on veut travailler pour créer une expertise régionale autour des métiers de l'agriculture, des ingénieurs, agronomes, etc. D'ailleurs, à la suite de ce voyage, je m'arrête à Paris et je discuterai avec le consortium des grandes écoles françaises d'agronomie pour voir comment est-ce qu'elle pourrait travailler avec cette université du Saloum pour former des ingénieurs, bien sûr, de très haut niveau. Mais je crois qu'on doit multiplier ces expériences. C'est comme ça que les pays asiatiques, c'est comme ça que certains pays d'Amérique latine ont pu avoir des taux de croissance en ayant un investissement soutenu en matière d'éducation, améliorant la qualité et en ayant un accent tout particulier sur les sciences. D'accord. Je rappelle que vous nous venez de la Mauritanie, où vous avez séjourné récemment, mais vous êtes là dans le cadre, dans la perspective de la visite du président de la Banque mondiale dans quelques pays du SILS. Autrement dit, c'est quoi les raisons de votre présence au Sénégal aujourd'hui? On sait qu'il y a une conférence qui s'ouvre incessamment. Bien sûr, je crois que vous avez indiqué tantôt que j'étais africain francophone à ces situations. Cela me donne une sensibilité, je suis un Sahélien, donc je sais qu'est-ce que ça veut dire le manque d'eau, je sais qu'est-ce que ça veut dire les sécheresses, je sais dans notre langage le bécor, et donc je suis sensible à tout cela. Et il est clair que l'objectif que la Banque mondiale s'est assigné, quand le nouveau président de la Banque mondiale veut éradiquer la pauvreté dans le monde d'ici 2030 et avoir une croissance qui soit inclusive. Pour ce faire, on ne peut pas développer des politiques sans avoir les populations qui sont les plus exclues intégrées dans le processus de développement. Les nomades, les populations pastoralistes ne sont pas intégrées autant qu'elles devraient dans le processus de production et ne sont pas soutenues autant qu'il faudrait. De même, on est aujourd'hui un continent avec beaucoup de terres arables et il y a de ces terres arables, seulement 3% est irrigué. On ne peut pas compter simplement sur la pluie pour pouvoir développer notre agriculture. Donc l'idée, c'est qu'en préalable à cette visite dont je vais parler tout à l'heure, nous avons eu 2 ateliers. Nous avons eu un atelier hier à Nouakchott qui a été présidé par le président de Mauritanie et le président du Tchad, qui est le président en exercice du SILS, et avec la présence de 7 ou 8 ministres de l'élevage en Afrique. Et l'idée, c'était, soyons très concrets. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour augmenter la production animale, améliorer la santé animale, augmenter l'exportation? Et il y a des mesures très très précises qui ont été identifiées
par les acteurs. Il y avait des académiques, il y avait le CILS, tout le monde. Donc ça, c'est la première étape. La seconde étape, c'est la réunion de demain sur l'irrigation en Afrique. Pourquoi l'Afrique n'a que 3% de ces terres arabes qui est irriguée? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a beaucoup d'eau quand même. Il y a beaucoup, exactement. Donc l'idée, c'est d'avoir une discussion, pas une déclaration qui soit une déclaration généraliste, mais pour pouvoir identifier des obstacles précis et pour pouvoir essayer d'accélérer la mise en œuvre de ces mesures. Des chiffres vont être déclinés et que les décaissements vont être faits le plus rapidement possible. Je ne peux pas vous donner les chiffres parce que les chiffres, je crois que ce que nous voulons faire, c'est que nous voulons après diagnostic. Après diagnostic, nous voulons avoir une initiative sur le Sahel. Donc, cette initiative aura 4 axes fondamentaux. Un, comme je l'ai dit, les activités productives autour de l'agriculture et de l'élevage. Deuxièmement, au niveau de l'énergie, qui constitue un obstacle important de développement, autour du développement des ressources humaines, tout ce qui est les bourses familiales, qui ont été des expériences très positives en Amérique latine, en particulier au Brésil. Par exemple. Voilà, voir comment aider à la création de ces filets sociaux pour les populations les plus vulnérables. Et enfin, essayer de discuter une question qui a un peu été mise de côté, la question de la transition démographique. Peut-être que vous le savez, mais le Niger est le pays qui a le taux de fertilité le plus élevé au monde. Donc, cela crée des contraintes énormes à l'accélération de la croissance dans ces pays. Et par rapport à l'adéquation des politiques des États, là où vous intervenez, et un peu les exigences de la Banque mondiale, de l'institution, comment vous allez faire pour mettre tout ça en adéquation? On ne parle pas d'exigences, on parle de dialogue. Il était clair que moi-même, quand j'étais de l'autre côté de la table, comme on dit, personne ne venait avec des exigences. Je discutais et je défendais le point de vue sénégalais, la manière dont que j'estime la plus acceptable et la plus en conformité à la réalité de mon pays pour répondre à ces politiques. De la même manière, c'est le dialogue que nous avons avec les autorités sénégalaises, avec les autorités de tous les pays du monde. Nous venons avec notre expérience internationale. Nous essayons de voir les objectifs que les pays se sont assignés. Le Sénégal dit « je veux devenir un pays émergent à l'horizon X ». Pour devenir un pays émergent, il faut avoir un taux de croissance de cette nature, il faut réduire les inégalités, il faut avoir une éducation de qualité, il faut avoir des infrastructures solides, il faut avoir de l'énergie disponible, il faut avoir de l'énergie disponible à bas marché. Donc ce sont des questions pratiques et concrètes, ce n'est plus un débat idéologique. Oui. Mais il se trouve que là, on est en face d'un problème récurrent, le problème de l'énergie, par exemple, au Sénégal. L'État est en train de faire des efforts, mais le problème reste entier. Vous avez raison, c'est un problème qui date de très longtemps. Et le problème qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une faute d'investissement dans le secteur qui était due un peu à des questions de gouvernance dans le secteur de l'électricité. Je crois que les autorités avec que je sors d'une réunion avec le ministre de l'Énergie, où nous avons discuté de manière exhaustive un peu le programme qu'ils ont. Elle m'a exposé de manière claire. Elle connaît très bien le secteur, c'est une ancienne de la Sénélec, donc elle connaît très bien le secteur. De manière claire, les ambitions du gouvernement et ce qu'ils veulent faire. Mais je crois, revenons-en à une question fondamentale. C'est que les pays de l'Afrique de l'Ouest en particulier ont des coûts de production qui sont très élevés parce qu'ils n'ont pas investi de manière suffisante et se sont engagés dans un cercle qui est un cercle vicieux de production d'électricité à des coûts très élevés basés sur le diesel. Un exemple, est-ce que vous savez que le Libéria produit du kilowattheure à 250 francs CFA le kilowattheure. Le Libéria de cette nature. Le Sénégal a autour de 100 et quelques. Alors, traduit en termes de dollars, on parle de 54 cents pour un pays comme le Libéria, alors que l'Éthiopie produit de l'électricité hydro à autour de 6 cents sur le dollar. 6 contre 54. Donc la question, c'est comment trouver des solutions africaines, des solutions régionales qui nous permettent de réduire le coût de production de l'énergie. Et je crois que l'accord entre la Mauritanie et le Sénégal autour du gaz de Banda qui va être transformé en électricité et exporté sur le Sénégal est un début de solution que nous encourageons fortement. Et vous l'encouragez en quoi faisant, par exemple? Nous allons financer, à mettre une garantie pour la production de la transformation du gaz en électricité en Mauritanie. Nous allons garantir le contrat d'achat d'électricité du Sénégal et du Mali
lorsque cette électricité sera produite. Et nous encourageons également les Mauritaniens à utiliser la totalité des réserves disponibles pour les transformer en électricité et l'exporter. Et pour moi, c'est une responsabilité historique. Parce qu'en tant qu'Africains, je crois que maintenant, nous devons dépasser le moment où nous exportions nos matières premières brutes, exporter le gaz, alors qu'on fait face à des déficits importants d'électricité. Et je crois qu'il y a une conscience renouvelée des dirigeants africains de vouloir vraiment transformer les ressources naturelles en électricité, entre autres, pour pouvoir aider et pouvoir contribuer au développement africain. Il y a quel État qui va venir sur le réseau en 2015, qui est de l'hydro, 300 MW d'hydro en Guinée. Il y a le gaz en électricité en Mauritanie, et nous encourageons ce genre d'initiative. Et tout cela se fera concomitamment avec l'appui du secteur agricole aussi. Absolument, absolument. Je crois qu'on ne peut pas parler de réduction des inégalités et de la pauvreté dans nos pays sans travailler sur l'agriculture. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, l'agriculture, on trouve les taux de pauvreté les plus élevés dans nos pays, dans le secteur agricole. Donc la question que nous posons, c'est comment accélérer la productivité du secteur agricole. Quelle était la contrainte? Il y a 2 ou 3 contraintes qui ressortent de ce qu'on a regardé à travers le continent. Un, c'est la question de la terre. Comment est-ce qu'on gère l'accès à la terre? Comment on crée des incitations pour que les gens investissent de manière importante dans le secteur de l'agriculture s'il y a en l'absence d'un cadre réglementaire clair et transparent sur l'utilisation des terres. La deuxième chose, c'est que tant qu'on compte sur l'agriculture fluviale, on ne pourra jamais avoir un certain niveau de technologie. Parce que un investisseur, un paysan, ne va pas acheter une machine coûteuse, très chère, pour faire son labour, si jamais il n'est même pas sûr qu'il va pleuvoir le mois suivant. Donc il faut qu'on sécurise la question de l'accès à l'eau. Une des choses que nous allons faire, c'est que nous allons commencer à faire une identification dans la région du Sahel de l'ensemble des ressources hydriques souterraines. On ne sait pas dans le Sahel quelle est la taille des nappes. Donc, une des choses qu'on va faire dans cette initiative Sahel, c'est de développer un cadre où on pourra savoir exactement où se trouvent les nappes souterraines, quelles sont les quantités. Des missions d'exploration. Exactement. Qui vont être financées par la Banque mondiale. La Banque mondiale va le faire. Entièrement. Parce que les États n'ont pas les moyens aussi. Nous allons utiliser les ressources de la Banque mondiale pour financer ce genre d'initiative, parce que nous pensons que c'est essentiel pour la réduction de la pauvreté. Donc, m'a dit la rencontre de Dakar, elle est importante, la conférence de Dakar pour vous. Elle est essentielle. Elle est essentielle parce que je crois que c'est la première fois qu'on mettra ensemble les acteurs, les gens du secteur universitaire, les décideurs, pour pouvoir discuter, mais discuter de questions pratiques et concrètes. Et notre idée, c'est de vraiment pouvoir avoir toute l'information des acteurs et qui nous disent très clairement quelles sont les contraintes auxquelles ils font face et de pouvoir travailler avec eux de manière organisée, avec une bonne évaluation et un bon suivi de l'ensemble des actions qu'ils auront mis en place pour qu'on puisse répondre à nos populations en leur disant dans 2 ans, dans 3 ans, il y a des actions concrètes qui ont été prises. Mais vous avez une échéance standard pour la réalisation de ces projets-là en vue? Ça dépend de la nature du projet. Il y a des projets, par exemple, l'objectif qu'on s'est assigné dans le secteur, la déclaration que les ministres ont adoptée à Nouakchott vise à doubler le revenu des éleveurs dans les 5 années à venir dans la région du Sahel. C'est un objectif qui sont assignés. Pour ce faire, il va falloir par exemple avoir plus d'abattoirs modernes, il va falloir améliorer la santé animale, il va falloir prendre des textes réglementaires pour autoriser la transhumance entre les pays, il va falloir avoir des politiques qui permettent d'aider à avoir un peu plus de fourrage pour nos bovins, nos caprins et nos ovins. Donc c'est ce genre de choses très très pratiques. On a parlé également de soutenir la création d'une école de santé animale à Bamako, dans le cadre de la CEDEAO.
qui devrait permettre de certifier un peu la santé du cheptel dans la sous-région. Vous connaissez un peu l'Amérique latine, hein, vous avez servi notamment au Brésil. C'est une expérience, c'est des pays quand même qui étaient dans le cercle des pays du tiers-monde, mais qui se sont un peu sortis de la pauvreté, à la lumière, eux, de leurs secrets. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les pays de la sous-région quand même ont des chances d'être des pays émergents? Oui, il y a des chances. Et je crois que le Brésil n'est pas si loin de ça. Jusqu'à ce que j'aille au Brésil, je ne savais pas. Le nord du Brésil est plus près de Dakar que du sud du Brésil. Ah ouais. Pour vous dire que comme nous ne sommes pas très loin l'un de l'autre. Je crois qu'un des secrets du Brésil a été le suivant. D'abord, c'est un pays énorme, c'est un continent, avec des ressources énormes. Mais une des choses qu'ils ont réussi à faire après 1998, où ils ont eu une crise financière importante, où il y a eu un endettement des États, qui a créé une instabilité financière importante, s'ils ont créé un cadre macroéconomique très discipliné et très rigoureux, qui a permis de remettre un peu, de réduire la dette, de réduire le coût de la dette et d'avoir vraiment une politique de croissance. Ils ont également couplé cela avec une politique sociale, particulièrement sous le président Lula, qui a permis de mettre en place un certain nombre d'initiatives qui ont protégé les plus pauvres. C'est ce qu'on appelle au Brésil, ça s'appelle ça Bolsa Familia, qui était un des programmes de bourse familiale qui a beaucoup aidé les gens les plus pauvres à sortir de la pauvreté. Ce qui a inspiré le Sénégal aussi. Oui, je crois que c'est un peu le Sénégal, mais ça a inspiré beaucoup de pays au monde. Hein, c'est pas. Figurez-vous que même New York essaie de penser, la ville de New York pense... Est-ce que la Banque mondiale peut être amenée à soutenir des initiatives pareilles? Absolument. Absolument. C'est le cas du Sénégal, qu'est-ce qu'il y a? Oui, je crois que nous avons un programme en préparation pour des bourses familiales qui va, je crois, être en vigueur très bientôt. Nous avons déjà mis ça en œuvre dans un certain nombre de pays en Afrique et c'est certainement un des secteurs que nous voulons développer dans notre politique de protection sociale en Afrique en général. D'accord. Vous êtes sénégalais, est-ce que vous venez au Sénégal très souvent? J'y viens chaque fois que je peux. Je pense que cette année, je pourrais... j'espère pouvoir venir voir ma famille autour de Noël, des vacances de Noël, et bien sûr passer du temps avec tous les bons amis et la famille que j'ai ici. J'essaie chaque année de passer mes vacances au moins ici. Aujourd'hui, quel est le profil du Sénégal vis-à-vis de Bretton Woods? Non, je crois que les relations se passent très bien. Nous avons de très bonnes relations avec le Sénégal. Le président Macky Sall est très actif dans le cadre du NEPAD et du G20 et je crois que cela aide également non seulement à donner la voix du Sénégal dans un cadre international important, mais également positionne le Sénégal au niveau de l'échelle africaine. Donc je crois que les relations avec la Banque mondiale sont... Nous avons un portefeuille très élevé, entre 1 milliard et 1,5 milliard, ça dépend si on intègre la SFI ou bien MIGA. C'est un portefeuille qui se porte bien, avec des taux de déboursement autour de 23%. Donc les relations sont bonnes. D'accord. Votre président, il arrive quand exactement? Donc notre président arrive lundi. Il arrive lundi matin très tôt et il repart en fin de journée. Il doit faire combien de pays? Donc nous allons rencontrer le chef de l'État et visiter un ou deux projets importants. Nous allons ensuite le soir nous rendre à Bamako. Au Mali. Le lendemain, nous serons à Bamako toute la journée. Le surlendemain tôt, nous allons au Niger. Nous passons la journée au Niger. Dans la soirée, nous allons à Ouagadougou. Et de Ouagadougou, nous allons en France, où il doit également s'entretenir avec le président Hollande et discuter des questions du Sahel, comme vous le savez, qui sont importantes. C'est un volet sécuritaire. Hein. Oui, les questions sécuritaires, mais le lien de sécurité. Le thème de ce que nous faisons sur le Sahel aussi, et ce que nous avons fait dans les Grands Lacs, c'est de plus en plus de voir les complémentarités entre le développement économique et la question de la sécurité. Et je crois qu'il y a toute cette symbolique que nous voyons maintenant à travers ce voyage joint entre le président de la Banque mondiale et le secrétaire général des Nations Unies. Et d'ailleurs, c'est un voyage qui cette fois-ci est d'une importance majeure parce que, en plus du secrétaire général et du président de la Banque mondiale, se joindront à cette mission le président de la BAD, Daniel Kaberuka, la présidente de l'Union africaine, Dr Zuma, et le commissaire au développement de l'Union européenne. Donc c'est vraiment tous les bailleurs de fonds, toutes les instances politiques ensemble pouvoir discuter des questions de manière holistique
et pouvoir voir comment on peut apporter des solutions durables. Pourquoi le Sahel est devenu subitement un enjeu comme ça, économico-diplomatique? Je crois que ce qui s'est passé au Mali a réveillé un peu tout le monde. Hein. Je crois que les gens se sont rendus compte que nous avions des pays qui en général avaient des taux de croissance qui étaient bons. Les pays du Sahel avaient des taux de croissance relativement corrects et bons en général. Mais on s'est rendu compte qu'un choc exogène comme celui qu'on a connu avec cette attaque terroriste pouvait tout remettre à zéro. Et je crois que cela a aidé à créer une dynamique pour qu'on puisse penser de manière encore plus à une croissance inclusive. Parce que sans une inclusion de certaines populations dans un pays, même si on a des taux de croissance moyens qui semblent être élevés, on a toujours une fragilité et un risque vraiment de tomber dans des situations de conflit qui nous ramènent vraiment en arrière. D'accord, merci. Je rappelle que vous êtes à Dakar, hein, dans le cadre d'une conférence qui s'ouvre demain, en présence du chef de l'État, axée sur le développement au Sahel de manière générale. Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci Gnari, ça a été un plaisir d'être sur le plateau. Merci encore une fois. C'est nous. Merci, fin de ce numéro. Rendez-vous mercredi prochain pour une autre question d'actualité.